Et Phil, t'as entendu cet ancien directeur de Sony qui raconte en fait que tu as pas assez d'abonnés pour financer les AAA sur ton Game Pass? Tu as entendu ça, hein, non? Écoute, je crois que lui et moi, on ne doit pas vivre dans le même monde. Ouais. En fait, je crois qu'il est en vacances et qu'il picole un peu trop de tequila. Je lui conseillerais de passer à l'eau douce ou à la rigueur à la pétillante pour raconter moins de conneries. Alors Elon Musk, pas encore sur Mars? Comme j'ai dit, en fait, il y a plein de morts et donc tu vois, j'ai pas envie de mourir tout de suite, moi. Voilà. Mon petit Elon, dis-moi, écoute, j'ai pas compris. Tu vas m'expliquer. Donc, s'il y a des gens qui doivent aller là-bas, mourir, et toi, après, t'iras seulement après. C'est ça? J'ai bien compris? Oui, en fait, tu peux répéter la question? Monsieur Ryan, qu'est-ce que vous pensez de la baisse de 1 million d'abonnés en moins d'un trimestre sur le PlayStation Plus? Écoute, je crois que toi et les autres, en tant que journaliste JV, vous avez plus vraiment grand-chose à vous mettre sous la dent, là. Ça se voit. Allez, va te prendre une tequila, va. Alors, monsieur Deschamps, vous en êtes tout de FIFA 21 et de l'entraînement de l'équipe de France pour revenir au top? Écoutez, on est passé sur PES 21 sur le conseil d'un tout petit youtubeur, que je ne connaissais même pas, la brute et le geek, je crois, enfin bref. Et du coup, c'est vachement difficile. Mon équipe, elle est en pleine dépression. Elle n'y arrive pas, quoi. Voilà, donc du coup, je sais plus quoi faire avec eux. Je pense que je vais me reconvertir dans, je sais pas, les nightclubs, la tequila. Salut la bande de nazes! Alors, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien écoutez, ça va être tout simple. Je fais exploser toutes vos cartes graphiques à distance, alors abonnez-vous! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle actu du geek. Le soleil revient et c'est tant mieux pour les vacanciers en particulier, mais également pour tous les autres comme moi qui travaillent actuellement. Écoutez, un peu de soleil, ça ne fait jamais de mal et donc on va essayer d'en profiter. Je ne sais pas si le soleil sera au rendez-vous ce week-end malheureusement, mais on verra bien. Alors on va parler de quoi? On va parler de TCL C825 mini LED. Les numériques ont fait un test assez intéressant, mais j'ai eu également un commentaire. Alors d'un abonné, je ne sais pas s'il est abonné, mais profitez-en pour vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et ce commentaire est assez intéressant puisqu'il pointe peut-être à un problème technique. On va également parler de Sony, en particulier Sony, et oui effectivement Sony, apparemment ils auraient des baisses sur le PS Plus, sur le nombre d'abonnés, c'est assez intéressant de décortiquer l'affaire. On va parler aussi de Nvidia RTX 3070 Ti, il y a des promos actuellement dessus, mais d'après moi ces promos ne valent pas le coup, je m'expliquerai pourquoi. On va parler aussi en relation avec Sony, le PS Plus, du Game Pass, un petit peu, où on en est sur le Game Pass, et aussi des propos d'un ancien directeur de Sony Interactive Entertainment America qui dit que pour que le Game Pass fonctionne, qu'il puisse financer des jeux à 120 millions de dollars, il faudrait au moins 500 millions d'abonnés. Propos que je réfute totalement, bien entendu, et je vais m'en expliquer. On va parler aussi d'une stream Xbox possible qui viendrait, en particulier pour le xCloud sur les téléviseurs. Alors c'est une rumeur, mais c'est intéressant de la décortiquer. On va parler également de Halo Infinite, puisque Halo Infinite, il y a eu une spec technique, on va dire un décortiquage technique fait par Digital Foundry, et donc c'est intéressant d'y revenir également. Et on va finir cette vidéo par un film. Oui, c'est l'été, donc je vous parle de films de temps en temps, de films que j'ai vus. Et j'ai vu un film qui date de 2010, qui était sorti directement en DVD, c'est-à-dire qu'il n'était pas sorti en cinéma, en France en tout cas. Et pourtant ce film aurait mérité de sortir peut-être en cinéma directement en France. Ce film c'est Black Death. Black Death, donc un film médiéval, et en même temps avec des petites connotations fantastiques qui pourraient faire penser au fameux film de Jean-Jacques Hano, Le Nom de la Rose. Je vais vous en parler, le comparatif ne tiendra peut-être pas très longtemps, mais ce film est assez intéressant. Alors les numériques ont testé à leur tour le TCL C825 et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un très bon écran, voilà tout simplement. Il manque la plus haute marche, on va dire, à cause, d'après eux, du mode gaming qui n'est pas tout à fait au niveau des OLED. C'est logique puisque la rémanence, évidemment, n'est pas à 0 millisecondes, quasiment, puisque sur les OLED, il n'y a quasiment pas de rémanence, vous le savez, mais c'est un LCD, donc comme les LCD, même si c'est un mini LED, de la rémanence, il y a, sauf qu'elle est autour de 11 millisecondes, donc c'est quand même très faible, c'est-à-dire c'est parmi les meilleurs modèles en termes de rémanence qu'il y a actuellement sur le marché, donc c'est tout à fait correct. Et en temps de retard d'affichage, il est inférieur à 16 millisecondes, c'est-à-dire à 60 Hz,
60 fps, moins d'une image de temps de retard. Donc pour moi c'est très bon en termes de téléviseur. Il est également, ils l'ont souligné, très bon en termes visuels. Il a un contraste, comme on le sait déjà, très fort, très important, ce qui permet d'avoir des noirs vraiment noirs, ce qui permet d'avoir très peu de clouding. Vous le savez, le clouding, c'est l'effet nuage gris quand il y a un peu de lumière diffuse sur l'écran derrière. Mon ancien écran à tube Sony Bravia, il y avait toujours cet effet clouding, c'est normal, il y avait un tube qui était toujours éclairé derrière. Ce n'est pas du tout le cas ici. Ils ont testé le 65 pouces 160 zones, mais le 55 pouces, je crois qu'il y a 120 zones sur le 55 pouces. Il n'y a pas de clouding non plus. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement le blooming, il y en a un petit peu, mais ils disent qu'il est assez réduit également grâce à ces zones de mini LED. On peut également citer qu'il est HDR10+ et Dolby Vision, vous savez, les deux normes à la fois, donc pas de problème de normes. Et bien entendu, il a deux prises HDMI, 4K 120 Hz, mais c'est là où il y aura peut-être potentiellement un petit problème parce qu'il utilise la puce Mediatek. Alors il est important de préciser quand même que le 4K, 120 Hz, VRR et ALLM ont l'air de fonctionner, contrairement, vous savez, actuellement à ce qui se passe chez Sony. Donc c'est important de le noter, c'est-à-dire qu'effectivement, on aurait potentiellement... D'ailleurs, si vous avez le TCL C825, confirmez-moi-le, mais apparemment, le VRR et le ALLM marcheraient avec la puce Mediatek qu'il y a à l'intérieur. Ce qui pose beaucoup d'interrogations du côté de Sony, pourquoi ils ne l'ont pas activé alors, sur la PS5, XH90, etc., etc. Et donc cet écran est très bon. Toutefois, j'ai eu une remarque d'un abonné qui m'a dit qu'avec sa Xbox Series X, alors il était très content de son TCL C825, mais lorsqu'il activait le Dolby Vision et le VRR, en fait le Dolby Vision ne s'activait pas s'il mettait le VRR. Et bien ça pour moi c'est typique effectivement de la puce Mediatek, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le Dolby Vision plus le VRR plus le 4K 120 Hz. Alors ce qu'il précise quand même que ça ne marche pas non plus en 60 Hz, ce qui est assez surprenant quand même, je m'en étonne un petit peu. Mais par contre à 120 Hz ça me paraît assez logique avec la puce Mediatek qu'on ne puisse pas mettre Dolby Vision plus VRR plus le 4K plus le 120 Hz. À vérifier bien entendu. Par contre, il me dit, et effectivement, le Dolby Vision, lorsque je l'active en 4K, je ne marche qu'à 60 Hz pour le moment, avec sa Xbox Series X. Alors là, il faut le noter aussi, c'est un peu le cas chez tout le monde. Je précise quand même que Panasonic a confirmé officiellement que sur ses téléviseurs, jusqu'en 2021, le 4K 120 Hz Dolby Vision ne fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait en 4K 60 Hz, 60 fps, Dolby Vision, mais pas en 120 Hz. C'est pour ça que, et c'est une puce Mediatek également chez Panasonic, donc c'est pour ça que je me retourne vers TCL, et je me dis effectivement, ce sera exactement la même chose chez TCL. LG travaille actuellement à une solution, ils ont peut-être une solution pour le C1, le modèle 2021, pour le C10, C9 et tout ça, on verra, mais ce n'est pas sûr qu'ils aient une solution pour faire marcher du 4K 120 Hz avec le Dolby Vision. Quant à Sony, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, pour le moment, on attend décembre pour voir ce qu'ils vont faire avec en particulier le VRR et le ALLM, Dolby Vision. De toute façon, la PS5 n'a pas le Dolby Vision, mais même leur téléviseur devrait l'avoir normalement pour marcher avec la Xbox Series X et S par exemple, et rien n'est moins sûr qu'on ait activé le 4K 120 Hz Dolby Vision en même temps. Alors on a vu la RTX 3070 Ti chez CD Discount actuellement à 870 € environ. Et donc, on a l'impression que c'est une bonne affaire. Bah oui, c'est en dessous des 1000 € déjà. Il y a beaucoup de cartes il n'y a pas si longtemps que ça qui étaient au-delà de 1000 €. Donc, dès qu'on voit une carte en dessous de 1000 €, on dit ouais, chouette, une carte, on va l'acheter tout de suite. Et bien, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne affaire et je m'en explique. Déjà, actuellement, il y a des cartes Founder qui sont retombées. J'ai failli en avoir une. Je l'ai manqué à 10 secondes près. Bon, ben voilà, il y avait probablement 2000 personnes qui se sont précipitées dessus. Je n'ai pas eu l'honneur d'avoir une carte, mais j'aurais presque pu l'avoir. Donc, il y a des cartes Founder qui reviennent régulièrement. C'est important de le préciser. Et donc des cartes Founder, par exemple, une RTX 3070, c'est à 520 € et non pas à 870 € la TI. D'ailleurs, la TI, normalement, et je crois, est à 630 € si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Donc elle est bien moins chère que normalement 870 €. Et surtout, cette carte, pour moi, ne vaut pas le coup. Pourquoi elle ne vaut pas le coup? Alors effectivement, il y a une petite augmentation de fréquence par rapport à la RTX 3070. On est passé de 1,73 GHz à 1,77 GHz. On a un petit peu plus de corps CUDA par rapport à la RTX 3070. Je crois qu'on est passé de 5888 corps CUDA à 6120 et quelques corps CUDA. Donc une faible augmentation, et c'est tout. Pas plus de mémoire, 8 Go de mémoire, et rien de plus. Donc ce qui fait qu'en performance, avec les tests qui ont été faits, on ne dépasse pas les 10% d'amélioration, 13% au maximum, pour une consommation augmentée de 25%. Oui, une consommation augmentée de 25%.
on se demande d'où vient cette consommation augmentée puisqu'elle ne se traduit pas en performance. Donc cette carte pour moi ne vaut vraiment pas le coup, sauf si vous l'achetez évidemment à 630 et quelques euros, prix on va dire de sortie. Mais sinon à 870 euros, je ne vous la conseille vraiment pas, il vaut mieux une RTX 3070 ou alors une RTX 3080 qu'on pourrait trouver prix fondeur également à 720 euros, c'est-à-dire moins cher que 870 euros cette TI et qui est réellement plus performante. Alors Sony, eh bien Sony c'est assez intéressant puisque Sony, PlayStation ont perdu pas mal d'abonnés en un seul trimestre. Ils ont perdu quand même 1,03 million d'abonnés. Ils sont passés de 47,6 à 46,3 millions d'abonnés. Bon c'est quand même pas mal, hein, 46 millions d'abonnés, c'est pas négligeable quand même. Voilà, c'est un beau chiffre quand même. Mais en un trimestre, perdre 1 million d'abonnés, c'est pas non plus un signe très positif. Alors bien entendu, Sony temporise en disant oui mais c'est dû au Covid, puisqu'on sort du Covid, les gens ben voilà, ils sortent dehors, c'est l'été, etc. Ils n'ont plus envie de s'abonner au PS Plus alors que pendant le Covid, ils s'étaient fortement abonnés. Peut-être, mais c'est quand même à surveiller de trimestre en trimestre pour voir si la baisse et l'érosion est continue ou si elle va se stabiliser. En fait, je pense que ça vient aussi des jeux. Des jeux qui vont être dans le PS Plus, vous savez chaque mois il y a des nouveaux jeux, il faut que ces jeux soient intéressants, ça vient des sorties PS5 qui sont actuellement, ben, elles ne sont pas dans le PS Plus. Est-ce qu'il est utile d'avoir le PS Plus pour jouer à la PS5? Pas vraiment, puisque les jeux free-to-play, je vous rappelle, chez Sony, d'ailleurs comme chez Xbox maintenant, c'est gratuit, il n'y a pas besoin du PS Plus, donc il y a très peu de jeux qui bénéficient finalement du PS Plus, vous savez, de la connexion nécessaire pour jouer à ces jeux-là sur PS4, PS4 Pro ou PS5. Et du coup, il y a des gens qui commencent à se désabonner, parce que bah, c'est 5 euros par mois, plus 5 euros le PS Now, ça fait 10 euros, certes. Le PS Now, on est à 3,2 millions d'abonnés, et là, Sony n'a communiqué aucun chiffre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'augmentation de leur service PS Now, ce qui est peut-être assez logique aussi. Donc voilà, il faudra surveiller ça dans le temps pour voir s'il y a une érosion ou si ça va se stabiliser, peut-être avec de nouveaux jeux qui seraient intéressants, en particulier pour la PS5. Alors la PS5, en plus, je vous rappelle quand même que la PS5, si vous avez la PS5, ce qui est intéressant avec le PS Plus quand même, vous avez le PS Plus Collection, vous avez une vingtaine de jeux mythiques qui sont dispo gratuitement sur le PS Plus Collection qui va avec le PS Plus, c'est-à-dire que vous ne payez pas plus et vous aurez ces jeux à dispo sur la PS5, donc c'est assez intéressant, surtout si vous n'avez pas joué à ces jeux. Par contre, parmi les 47 millions de, on va dire, d'abonnés PS Plus, je présume que tous ces abonnés ont déjà joué à ces jeux, comme moi par exemple, et c'est plus très intéressant d'avoir le PS Plus si vous ne faites pas du jeu en ligne, en particulier, ligne payant, je précise, eh bien avec Sony, avec PlayStation. Et le Game Pass, vous allez me dire, parce que de l'autre côté, il y a le Game Pass, vous savez, le Game Pass, c'est le Game Pass Ultimate, qui comprend le Xbox Live et qui comprend également le Cloud. Et puis le Game Pass Ultimate, je vous rappelle, c'est en plus PC plus console, à 13 euros par mois, sinon vous avez le Game Pass traditionnel. Eh bien, où on en est? Eh bien, d'après des bruits, parce que Xbox ne sort pas beaucoup de chiffres, et c'est un peu dommage, je trouve, personnellement, j'aimerais qu'il y ait plus de chiffres trimestriels, par exemple, de leur nombre d'abonnés, ce serait quand même plus clair et plus transparent. Eh bien, on serait à peu près à 23 millions d'abonnés. 23 millions d'abonnés, alors qu'en janvier, on était à 18 millions, et qu'en septembre 2020, bien entendu, on était à 15 millions d'abonnés, une augmentation d'1 million à peu près par mois, voire un peu plus, entre 1 million et 1,5 million, ça paraît assez logique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on serait théoriquement proche des 25, 26, 27, peut-être 30 millions d'abonnés. Rien n'est moins sûr, puisqu'on n'a aucun chiffre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu également des commentaires de la part de youtubeurs qui semblent bien informés, mais rien n'est moins sûr non plus, qui dirait que Xbox veut lâcher le Xbox Live, c'est-à-dire arrêter définitivement ce service lorsqu'ils auront environ entre 40 et 50 millions d'abonnés, c'est-à-dire pour être à l'équilibre, puisque le Xbox Live leur apporte quand même pas mal d'argent. Donc s'ils arrêtent totalement ce service pour qu'il soit inclus dans le Game Pass Ultimate, il faut quand même une certaine rentabilité, et elle arriverait entre 40 et 50 millions d'abonnés au Game Pass Ultimate. Rien n'est moins sûr, je vous répète, on verra si c'est vrai, mais pour l'instant, le service perdure. Et ça me permet de rebondir sur les propos de Shaw Layden, l'ancien directeur de Sony Interactive Entertainment America, qui a dit que pour lui, eh bien non, le Game Pass ne pourrait pas financer des jeux à 120 millions de dollars, environ, ou plus, tant qu'ils n'auront pas au minimum 500 millions d'abonnés, ce qui pour lui est impossible, puisque environ le Game Pass pourrait attirer 250 millions d'abonnés. Bref, voilà, il a fait toute une explication là-dessus, selon sa propre théorie. Ben écoutez, pour moi c'est juste dingue d'entendre ça, je veux dire 500 millions d'abonnés au Game Pass, même si on prend que le Game Pass n'est pas le Game Pass Ultimate à 10 euros par mois, bien entendu, si tout le monde paye 10 euros par mois, eh bien ça fait 5 milliards par mois. Ça fait 60 milliards par an.
60 milliards de revenus pour le Xbox Game Pass. Alors on en enlève la moitié puisque Xbox va récupérer une partie, il y a bien entendu des taxes, des impôts, hein, vous imaginez bien, mais il resterait quand même 30 milliards pour les studios par an. 30 milliards par an. Imaginez que vous ayez un studio qui veuille développer un jeu à 120 millions de dollars. Premièrement, ça ne se fait pas en une année. Regardez PlayStation, ils mettent 4 à 5 ans pour faire des jeux. 3 ans, c'est quand même excessivement rare, donc on va dire 4 ans en moyenne. 4 ans pour faire un jeu qui coûterait entre 120, 150, voire 200 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup. Cyberpunk, qui est un très très gros jeu, qui a coûté très cher avec le marketing, a coûté à peu près 350 millions de dollars. Eh bien, imaginons que Xbox donne de l'argent à un studio, qu'il donne 1% des 30 milliards, ça ferait 300 millions de dollars par an. Sur 4 ans, ça ferait 1,2 milliard pour financer un jeu à 120 millions de dollars. 1,2 milliard. Mais écoutez, je connais pas beaucoup de studios qui ont cette somme-là, et je pense qu'il y a beaucoup de studios qui seraient heureux d'avoir 1,2 milliard de dollars pour financer leur jeu sur 4 ans. Un jeu qui coûterait 120 millions de dollars, il pourrait même coûter 200, 300 millions de dollars, 1,2 milliard de dollars. Écoutez, je pense que beaucoup d'employés seraient très satisfaits de recevoir une belle paye, ainsi que bien entendu les actionnaires, et bien entendu le jeu qui serait plus que fourni à ce prix-là. Et ça, ce n'est que 1% des 30 milliards, c'est-à-dire qu'on pourrait financer 100 fois cette somme sur des gros jeux. Alors bien entendu, il y a des plus petits studios, mais c'est pour vous dire un peu l'absurdité des propos, selon moi, de l'ancien directeur de Sony Interactive Entertainment America. Allez, rapidement, un petit tour du côté de Halo Infinite. Halo Infinite qui devrait sortir fin d'année, mais rien n'est moins sûr. Je pense qu'il peut être décalé sur 2022. Alors 343 Industries travaille toujours dessus à fond. Et donc, il y a eu quand même des bêta-tests, des essais qui ont été faits. Digital Foundry est donc revenu sur la partie technique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que sur la Xbox Series X et S, eh bien, il y a bien entendu de l'upscaling qui est fait. Hein. Ce n'est pas du 4K natif, par exemple, pour la Xbox Series X. Il y a du upscaling qui est fait. Ils disent qu'il y a un mode 60 fps et un mode 120 fps, que le mode 120 fps, pour le moment, sur la Xbox Series X, en l'occurrence, il a du mal à le tenir du 120 fps, que sur la Xbox Series S, par contre, elle tient le 120 fps, mais avec un upscaling assez important, vers le Full HD. Donc tout ça, ça mérite d'être travaillé. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a des améliorations très nettes en termes de visuel, en termes d'ombrage et tout ça, mais quand même qu'il y a du travail qui reste à faire du travail. Côté PC, c'est un peu la même chose. Il y a une amélioration technique de qualité, vraiment visuelle de qualité, mais il reste également du travail sur le framerate. En fait, sur l'ensemble des plateformes, on peut dire que le travail qui reste à faire, c'est surtout sur le framerate. Côté bot, c'est-à-dire les ennemis dans le jeu, eh bien ils ont trouvé qu'il y avait une intelligence artificielle très développée et très intelligente. Et d'ailleurs, il y a plusieurs joueurs en bêta version qui ont remonté qu'effectivement les bots avaient une IA quand même qui était assez intéressante, assez excellente, qui ne faisait pas n'importe quoi comme dans certains jeux que j'ai joués par le passé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'IA, c'est vraiment très important dans les jeux. Si vous avez une IA de bouse, eh bien le gameplay s'en ressent immédiatement et ça diminue l'intérêt du jeu. Ils disent également que tout ce qui est gameplay, tout ce qui est fonctionnalité, c'est très intéressant, c'est bien développé. Bref, en multijoueur, c'est très intéressant, donc on verra le résultat, on verra les avancées de 343 Industries, mais ça prend le bon chemin, il reste des aspects techniques à améliorer, bien évidemment, mais ils ont encore quelques mois pour le faire, et je pense qu'ils réussiront, on verra ensemble. Autre bruit de couloir, il y aurait peut-être une Stream Xbox qui serait dans les paniers de la R&D de chez Xbox en l'occurrence, c'est-à-dire une petite machine, vous savez, un petit peu comme ma Shield Pro TV qui serait pluguée au téléviseur. Ce ne serait pas une console, ce serait simplement pour faire du stream xCloud. C'est-à-dire que vous savez que sur les téléviseurs actuellement, nous n'avons pas le xCloud natif, c'est assez gênant. Et donc, ce serait un bon moyen d'avoir le xCloud natif directement sur nos téléviseurs avec le Game Pass. On aurait peut-être d'ailleurs une puce upscaling dans cette Stream Xbox qui permettrait de faire un upscaling intéressant, intelligent, style FSR par exemple, au hasard, et qui permettrait de passer de 1080p xCloud en 4K avec une résolution assez correcte, avec une définition assez correcte. Bien entendu, tout ça, c'est des rumeurs, mais c'est tout à fait possible, puisque c'est dans la logique du Game Pass. Phil Spencer, Game Pass, Game Pass, Game Pass, xCloud, 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 les services tout d'abord. Et donc, ça compléterait finalement la Xbox Series X, la Xbox Series S, et donc cette petite Stream Xbox, qui serait bien entendu bien moins chère, et qui permettrait de faire du xCloud, et surtout de s'abonner ainsi au Game Pass Ultimate. Alors, à préciser pourquoi cette Stream Xbox, parce que pour l'instant, dans la Xbox Series X et S, on n'a pas le xCloud d'intégrer, c'est-à-dire d'avoir le xCloud directement dans la Xbox Series X et S et de pouvoir le réinjecter sur le téléviseur.
Est-ce que ça se fera dans l'avenir? On ne sait jamais, mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité effectivement qu'on ait une troisième petite machine bien moins chère et qui nous permette d'avoir le xCloud sur nos téléviseurs. Alors maintenant, je vais vous parler d'un film comme je le fais maintenant depuis quelques vidéos. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que je continue ou pas dans l'avenir. Pour l'instant, je le fais durant l'été puisqu'il y a un tout petit peu moins d'informations quand même que dans les grandes périodes où il y a beaucoup d'informations sur le jeu vidéo. Mais dites-moi si vous êtes intéressé que ça continue et que ça perdure dans l'avenir. Là, je vais vous parler d'un film qui date de 2010. Alors vous allez me dire, 2010, ça date. Oui, mais finalement, ce film est passé un peu inaperçu. C'est Black Death. Black Death parce qu'il est sorti directement en DVD, il n'est pas sorti dans les salles en France. Et donc, il a pu passer un peu inaperçu aux yeux de tout le monde. En tout cas, à mes yeux, à moi, je ne savais pas qu'il existait. Je l'ai découvert par hasard sur Amazon Prime. C'est un film germano-britannique qui a été réalisé par Christopher Smith avec Eddie Redmayne qui a joué dans Une formidable histoire du temps ou encore Les créatures fantastiques. Il y a également dans ce film Sean Bean, bien entendu, le grand Sean Bean qui a joué pas mal de rôles de chevalier en l'occurrence. Vous l'avez connu bien entendu dans Game of Thrones avec c'était le père Stark et vous l'avez connu également dans Le Seigneur des Anneaux puisqu'il a joué Boromir. Et là, il joue encore un chevalier de la foi. Il aime bien ce genre de rôle visiblement. Donc l'histoire en deux lignes, eh bien Osmond, joué toujours par Eddie Redmayne, est un moine. Et donc la ville, et même le pays entier, est atteint par la peste noire. Et donc lui, en tant que moine, essaye d'aider son prochain pour aider évidemment les gens qui sont atteints de la peste noire, tout en essayant de l'éviter. Lorsqu'un jour va arriver un chevalier, Ulrich, joué par Sean Bean, un chevalier de la foi qui vient ici pour une mission très spéciale. En effet, il a entendu parler d'un village au-delà des marais, un village qui serait protégé de la peste noire, en l'occurrence qui ne serait pas atteint par cette peste, et où les morts se relèveraient. Et oui, carrément, parce qu'il y aurait peut-être un nécromancien dans ce village. Et donc lui, en défenseur de la foi chrétienne, décide d'aller voir ce village pour bien entendu apporter la rédemption à tous ceux qui se seraient écartés du chemin. Et pour cela, il a besoin d'un guide, et oui, parce qu'il ne connaît pas les marais, et donc le guide, ça va être, bien entendu, Osmond, ça va être Eddie Redmayne. Voilà l'histoire en gros, parce qu'il y a quelques surprises autour du moine, et autour aussi du chevalier et de son équipe. Une équipe, on va dire, de chevaliers plus ou moins, vous comprendrez en voyant le film. Et donc ce film fait vraiment écho au film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, sur plusieurs points. Premièrement, eh bien, les deux protagonistes, c'est-à-dire le maître et l'élève, même si ici c'est un peu différent du film de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery, le grand Sean Connery, mais il y a quand même cette relation qui transparaît dans le film également. On peut remarquer aussi que c'est durant l'époque médiévale, avec une enquête assez mystérieuse, dans un environnement, dans un Moyen-Âge présenté comme violent et plutôt sale, dans les deux cas. La comparaison, ça va s'arrêter quand même là, parce que Jean-Jacques Hano, moi je trouve personnellement, dans Le nom de la rose, était quand même meilleur en termes de photographie en particulier. Bon, il faut dire que le lieu, le monastère où il a tourné s'y prêtait bien, en Italie, un monastère déjà qui était empli de mystères, surtout sous sa patte photographique, où il a amené beaucoup de... Ça se passait essentiellement de nuit, rappelez-vous, Le nom de la rose, un petit peu de jour, mais essentiellement de nuit, avec ce clair-obscur tout le temps, avec ces ombres partout qui étaient amplifiées par les torches qu'il a beaucoup utilisées, la lumière des torches et des bougies en l'occurrence, et donc ça agrandissait l'espace, ça faisait des espaces en 3D vraiment impressionnants, et très sombre et très mystérieux. Là, la photographie de Christopher Smith est beaucoup plus classique, beaucoup plus académique, elle est grise pour représenter un petit peu la brume et l'époque un peu froide et poisseuse du Moyen-Âge, mais ça reste quand même en dessous, bien entendu, de ce qu'a fait Jean-Jacques Hano. Du côté des personnages aussi, également, bien entendu, les acteurs sont très bons dans les deux cas. Par contre, là, les acteurs sont très bons, mais il y avait des personnages un peu plus atypiques dans Le nom de la rose, en comparaison de Black Death, où les personnages sont certes atypiques, mais plus classiques quelque part dans leur représentation. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film en gros? Écoutez, c'est quand même un bon film, je le répète, c'est un film à voir si vous aimez l'époque moyenâgeuse, si vous aimez les films quand même assez violents et assez sombres, avec quand même 2 ou 3 surprises qui sont bien amenées, certes moins que Le nom de la rose également, mais c'est bien amené aussi, l'enquête est intéressante quand même. Ne vous attendez pas à des combats toutes les 30 secondes, je vous dis, c'est plutôt dans l'ambiance, et moi j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt bien retranscrite pour ce type de film. Un film qui est sorti directement en VOD, je vous rappelle, en DVD et VOD, ce qui est assez surprenant quand même, puisque je pense qu'il aurait mérité une petite représentation en salle pour les amateurs du genre. Donc si vous êtes amateur de chevalerie un peu glauque, un peu noire, un peu violente, ne vous attendez pas non plus à des grands combats, à la Game of Thrones, ou des grands combats au Seigneur des Anneaux, ça n'est pas du tout ça, c'est plutôt
en vase clos avec beaucoup moins de protagonistes. Les moyens ne sont pas les mêmes non plus, on le sent bien entendu. Mais si vous aimez ce type de film un peu noir, un peu violent, et avec quelques surprises, je vous le dis, n'hésitez pas, Black Death, c'est fait pour vous. Alors justement, je vais tourner une vidéo, le Geek Touristique, le numéro 2, qui va se passer en Bretagne. Ne vous inquiétez pas, je vais faire le tour de la France, des endroits que je connais et uniquement que je connais, pour vous donner des bonnes adresses, comme je vous ai expliqué, avec Fly Simulator. Et bon, le Geek Touristique va sortir, et oui, le Geek Touristique, c'est des abonnés qui m'ont donné ce nom-là, c'est assez drôle, et effectivement, je vais renommer ça comme ça, le Geek Touristique numéro 2 va donc sortir probablement dimanche. J'espère que vous serez là pour le voir également. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!